notre deuxième présentateur sans plus tarder, Samuel Carbonneau, qui est donc étudiant à la maîtrise en fiscalité et auxiliaire de recherche à la chaire de recherche en fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Et Samuel, il a un souhait, c'est éduquer le public sur des moyens concrets de tendre vers une société plus égalitaire. Et tout ça grâce à la fiscalité, de très belles valeurs ici. Bienvenue Samuel, et j'invite tout le monde encore une fois à donner une bonne main d'applaudissements. Bonjour tout le monde. Moi, ce soir, je vais vous parler des mensonges qu'il y a derrière votre taux d'imposition qu'on vous donne. Donc, on a probablement tous déjà entendu à un moment donné dans nos vies quelqu'un dire « Oh non, je ne prendrai pas mon augmentation de salaire, ça ne sert à rien, je vais changer de palier d'impôt, puis l'impôt va tout me la manger. » Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'il y a un fond de vérité? Puis, qu'est-ce qu'on veut dire par changer de palier d'impôt? Donc, l'impôt, comment ça marche au Canada, c'est qu'après une certaine tranche de revenus, on va se faire imposer à 25 %, puis ensuite une tranche supérieure qui va se faire imposer à 37 %, puis etc. Puis ça continue comme ça. Mais le revenu qu'on avait fait avant n'est pas ajusté. Dans le fond, ça marche avec les graphiques que je vais vous montrer. Donc, c'est un graphique très laid et un petit peu difficile à comprendre. Donc, de la manière que ça fonctionne, je vais vous faire une analogie avec des tartes. Fait, on imagine que la première tranche, ici, ça, entre 0 et 50 000, c'est ma première tarte. J'ai travaillé pour la gagner. Puis, le gouvernement va venir me dire, OK, ta première tarte, on va en prendre 27 %. Good. Puis là, l'année suivante, je travaille encore plus fort, puis on me donne droit à une deuxième tarte. Fait entre 50 000 et 100 000 ici, environ. Mais là, le gouvernement me dit, OK, mais là, tu as deux tartes. Là. Fait que la deuxième, on va t'en prendre 37 %. Mais il n'a pas ajusté ma première tarte que j'avais gagnée à 27 %. J'ai encore le trois quarts de ma tarte à moi. Puis, les taux d'imposition vont augmenter comme ça avec les revenus jusqu'à ma cinquième tarte à peu près. Mais là, le gouvernement va dire, tu as 5 tartes, tu ne mangeras pas ça toi tout seul, fait on va t'en enlever la moitié. Puis de toute façon, tu as déjà plein d'autres tartes que tu as plus que la moitié, tu n'en as pas besoin. Sauf que, là, je ne serais pas en train de vous faire une présentation ici si ce n'était pas le cas, ce graphique-là ne représente pas du tout la réalité. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une notion qui n'est pas incluse là-dedans, qui est le coût d'opportunité. Un coût d'opportunité, c'est quoi? En termes très simples, c'est un montant qui est relié à un choix qu'on a fait ou un changement de situation. Un exemple qu'on donne à l'école de gestion, souvent dans un cours d'économique, bien de base, c'est si j'étais malade aujourd'hui, j'avais décidé de caler malade au lieu d'aller travailler. L'argent que je n'ai pas fait aujourd'hui en n'allant pas travailler, c'est un coût d'opportunité. On avait ça aussi peut-être un manque à gagner. C'est de l'argent que je n'ai pas reçu. Comment est-ce qu'on peut inclure cette notion-là de coût d'opportunité dans le graphique que je vous ai montré tantôt? Bien, ici, entre en scène, Claude Laferrière, qui est une espèce de crinqué, qui a décidé depuis 1999, avec l'aide de Francis Montreuil, de calculer pour pratiquement toutes les situations possibles de quoi ça aurait l'air, le taux d'imposition réel, si on prenait en compte les coûts d'opportunité, des crédits d'impôt pour les gens à plus faible revenu qui se font enlever à mesure que le revenu augmente. Ça ressemble à ça. Donc, c'est un peu impressionnant. Les graphiques qu'on a là ici, c'est gradué à coût de 1 000 $. Ça commence à 20 000 ici. La ligne rose, c'est comme le graphique que je vous ai montré tantôt. Et la ligne bleue, c'est ce qui représente la réalité. Puis c'est gradué jusqu'à 100 %. C'est un petit peu inquiétant de voir un taux d'imposition de 100 %. Donc, ce qui arrive, dans le fond, c'est vraiment que plus on gagne de revenus, plus que les crédits qui nous sont disponibles vont diminuer. Puis, ce que ça fait, c'est qu'au final, pour un 1 000 $ que je vais gagner de revenus, je vais peut-être perdre un équivalent de 950 $. Puis, Claude Laferrière a fait ça à toutes les années depuis 1999 pour plusieurs situations. Donc ici, on a
Un couple avec les 2 personnes qui travaillent, 3 enfants et des frais de garde, ça ressemble à ça. Un couple avec deux personnes qui travaillent, 3 enfants sans frais de garde, vous voyez, on est au-dessus du 100%. Ça, c'était en 2011, ça ne fait pas si longtemps, ça fait seulement 10 ans. Ici, on a une personne monoparentale, est moins pire que les 2 autres que je vous ai montrés précédemment, mais ça, il faut garder en tête que les 2 autres, c'était des couples. Celle-là, c'est une seule personne qui prend en charge ce 85% d'impôt-là, quand il est à environ 30 000 $. Là, les chiffres sont un peu flous. Puis, 2014 encore plus récemment, un couple à 2 revenus avec 2 enfants, un petit peu des situations similaires. Mais il y a vraiment ça, il y a à peu près une vingtaine de possibilités, là, retraités, monoparental, célibataire, 2 enfants, 1 enfant, 3 enfants, etc. Mon vieux mononcle au party de Noël qui m'a demandé là, si ça valait la peine de prendre son augmentation de salaire, est-ce qu'il y avait raison? Comme la plupart des questions en fiscalité, la réponse c'est Donc, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il faut se souvenir, il faut enlever les lunettes d'académique puis de chercheurs en fiscalité, puis se rappeler qu'un 100% dans le graphique que je vous ai montré, ça veut seulement dire un break-even. Ça a l'air inquiétant, mais dans le fond, un 100%, si je reçois 1000 $, je vais donner 1000 $ et je vais être à mon point de départ. Ça a l'air ça n'a pas l'air d'un choix judicieux de prendre une augmentation de salaire dans ce contexte-là. Mais il faut penser que quand tu demandes une augmentation de salaire, bien, ta prochaine augmentation de salaire va valoir plus la peine. Puis aussi, il faut penser au fait que si on change d'emploi, d'avoir un plus gros salaire déclaré, ça te permet aussi de négocier un meilleur salaire à ton prochain emploi. Tu peux dire, au lieu de dire je gagnais 35 000 à mon ancien emploi, je gagnais 40 000, même si le résultat au niveau fiscal était le même que si tu gagnais 35 000. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait? Est-ce que la réflexion s'est enclenchée pour essayer de régler ce problème-là? Ben, oui, quand même, il y a des efforts qui ont été faits. Il y a eu une commission d'enquête sur la fiscalité québécoise qui a essayé de trouver des alternatives et de proposer des idées pour essayer de régler le problème. S'en est venu à une mesure, parmi plusieurs autres, qui s'appelle le bouclier fiscal. Qu'est-ce que c'est le bouclier fiscal, à part d'avoir un nom vraiment cool? C'est une mesure d'aide pour essayer d'encourager les travailleurs à chercher des emplois qui sont plus payants, même s'ils perdent leur crédit. C'est seulement disponible au Québec et c'est seulement ciblé sur le crédit, je ne me souviens jamais du nom, le crédit pour frais de garde et la prime au travail, qui est un crédit qui est disponible pour les gens qui ont un petit peu moins de revenus. Vous n'en rendrez probablement pas compte si vous le perdez. Mais dans le fond, ce crédit-là va venir voir vos déclarations d'impôts précédentes, puis comparer votre revenu de cette année avec la précédente, jusqu'à la concurrence de 4 000 $. On va dire, OK, on va rajuster ces crédits-là comme si tu faisais 4 000 $ de moins de salaire. Donc, ça va venir un petit peu contrecarrer l'effet néfaste qu'on a vu dans les graphiques que je vous ai montrés. Donc, est-ce que ça a fait une différence? Je vais comparer les graphiques que je vous avais montrés avec la situation en 2020. Là, en 2020, il a rajouté des lignes rouges pour démarquer le 50 % et le 75 %. Le 100 % est toujours en haut. Puis, il commence à 30 000 au lieu de commencer à 20 000. Mais ce qu'on peut voir, c'est que dans la tendance, c'est un petit peu plus bas. On peut voir qu'on est ici à 90, puis en 2009, on était à 95. Pour l'autre situation que je vous l'avais montrée, qui dépassait le 100 %, on peut voir qu'on a descendu à peu près presque 85 %. Quand même une très bonne amélioration, presque 20 % de diminution. Puis, on reconnaît un petit peu le même pattern avec toutes les autres situations. Il y a vraiment une réduction marquée. Sauf que là, on se rend bien compte que 75 %, 80 %, 95 % d'impôts, ça n'a pas de bon sens, puis il y a quand même un problème. C'est comme si on avait juste mis un plaster sur le problème. Fait qu'il y a des solutions.
je vais vous présenter 3 solutions ce soir. Les solutions pour essayer de contrer ce problème-là, ça repose beaucoup dans le fait d'égaliser le rythme auquel on enlève ces mesures d'aide-là ou de simplement ne pas les enlever du tout. D'où les 2 solutions majeures que je vais vous parler ce soir. Le revenu minimum garanti et l'impôt négatif. Puis, une autre solution qui est encore une solution validée, qui est de décaler les plafonds des crédits. Donc, un revenu minimum garanti, c'est très simplement un montant d'argent que chaque citoyen qui peut payer des impôts au Canada va recevoir inconditionnellement de ses revenus. C'est un salaire minimum de base, un revenu universel garanti, appelez ça comme vous voulez, c'est basically toute la même affaire. Donc, mettons que le gouvernement déciderait de dire que chaque citoyen québécois va faire 20 000 $ par année, mais ce serait ça le revenu minimum garanti. Ce que ça a comme avantage, c'est que c'est très simple au niveau administratif, c'est très simple à gérer, tout le monde l'a. Même les gens qui font 50 millions vont l'avoir. Ça n'a aucune importance. Sauf que, comme vous pouvez l'imaginer, 7 millions fois 20 000 $ par année, ça coûte extrêmement cher. Fait qu'il faudrait couper ailleurs, enlever des crédits d'aide à des personnes particulières, comme mettons des crédits pour les personnes handicapées ou des choses comme ça. Puis, il faudrait aussi peut-être augmenter les impôts, là, ça ne plairait pas à tout le monde, ça devient très politique. L'autre solution, ce serait l'impôt négatif. L'impôt négatif est un petit peu plus complexe, mais dans le fond, c'est un seuil en dessous duquel personne pourrait être. Ce que je veux dire par là, c'est que, admettons que le gouvernement déciderait de placer ce seuil-là à 30 000 $, bien, en dessous de 30 000 $ ici, là, il y aurait un remboursement qui serait proportionnel avec le revenu qu'on reçoit de notre employeur. Fait que, mettons que, je dis, le seuil, c'est 25 000 $, mais un citoyen ne pourrait pas faire en dessous de 25 000 $ par année. Puis, s'il y avait un emploi qui payait 15 $ de l'heure, bien, le gouvernement lui enverrait en crédit d'impôt la différence entre le 15 $ de l'heure et le 25 000 $ par année. Ce que ça a comme avantage, c'est que c'est moins cher et c'est quand même très équitable. Ça permettrait de fixer un seuil plus élevé parce que ce n'est pas tout le monde qui y aurait droit. Sauf que c'est énormément de fardeau administratif, de tout évaluer les salaires de tout le monde, puis de voir qui est-ce qui y a droit, puis de tester les ressources de chacun. Puis, si on revient à ma dernière solution, dans le fond, il y a des articles qui sortent en même temps que les recensements qui évaluent le revenu viable, qui est dans le fond pas le seuil de la pauvreté, mais qui est un revenu qu'on devrait avoir pour permettre à tout le monde de vivre sans stress financier, puis d'être capable de s'acheter tout ce qu'il a besoin de s'acheter et de vivre dans le confort. Ce revenu viable-là, dans les dernières études, la dernière que j'ai lue, c'était à Vancouver, était évalué à environ 38 000 $. Le problème avec les crédits d'impôt au Québec et au Canada, c'est qu'il y en a plusieurs qui commencent à diminuer à partir de montants en dessous de ce revenu viable-là, mettons 25 000 $, 20 000 $, ils vont commencer à diminuer, puis souvent, ça diminue à 1 $ pour 1 $. Fait qu'il n'y a pas assez d'aide pour se rendre à ce seuil-là de revenu viable. Donc, la solution, ce serait de déplacer ces plafonds de crédit-là pour qu'ils soient au-dessus de ce revenu viable-là, puis que le monde soit capable de se sortir d'une situation de faible revenu tout en profitant de l'aide du gouvernement au maximum. Le seul désavantage de ça, c'est que ça va être à refaire à chaque année, à réévaluer, à repousser le plafond, puis on ne s'en sortira jamais. Donc, éventuellement, c'est sûr que ça prend une solution plus majeure, comme les 2 que je vous ai présentées. Donc, ça conclut un petit peu ma présentation. Merci beaucoup, Samuel. Je vois une question sur ta gauche. Ouais, dans le cas de l'impôt négatif, est-ce que ce serait une mesure qui découragerait les employeurs à donner un salaire plus élevé à ses employés? C'est sûr. C'est un argument qui sort souvent dans les détracteurs de l'impôt négatif. Puis, dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'en ce moment, le gouvernement encourage
les employeurs à payer leurs employés. On peut déduire les dépenses de salaire de son revenu. Il y a des crédits pour les stages, il y a des crédits pour la formation, il y a des crédits pour la recherche et développement qui vont compter les salaires qu'on paye en recherche et développement. Fait, c'est sûr que, à première vue, ça encouragerait les employeurs à s'asseoir sur leur laurier et à ne pas payer leurs employés. Mais en même temps, il y a certains moments où c'est bien pour les employeurs de verser des salaires, puis ils reçoivent eux aussi, là, dans le fond, de l'aide du gouvernement pour aider à payer des salaires à leurs employés. Comme on a vu d'ailleurs durant la pandémie avec la subvention salariale d'urgence canadienne, le gouvernement qui a donné de l'argent au gouvernement pour encourager à aller payer plus aux employés parce qu'on sait que vous n'êtes pas capable. Un petit peu ça. Oui. La question était comment est-ce qu'on arrive au point bleu de la courbe que Samuel va nous montrer ici. J'imagine que tu parlais de celui qui est à 105%, hein, qui est le plus impressionnant. Oui, c'est le même calcul. C'est que dans le fond, on prend, on augmente le revenu de la personne de 1 000 $, puis on compte l'impôt qu'il va devoir payer sur ce 1 000 $-là, qui vaut, par exemple, 330 $. Puis ensuite, on va... Ouais. Puis ensuite, on va déduire, OK, mais cette personne-là aurait eu droit à 500 $ d'allocation pour frais de garde d'enfant. On va enlever ça. Le coût d'opportunité. Oui, exact. Et sur la prochaine tranche de 1 000 $. Exactement. Ouais. Donc, c'est le coût d'opportunité sur la prochaine tranche de 1 000 $. Oui, Liane. On a une question par Zoom. OK. Est-ce qu'il y a une réelle conséquence à être dans la zone d'impôt à 100%? Parce que dire « je ne le prendrai pas, ça sera tout pris en impôt », ça veut dire que tu n'as pas de conséquences. C'est juste neutre et en fait, c'est faux, comme vous avez dit, ça permet de dire qu'on vaut plus à un autre emploi. Ben, en fait, oui, c'est à ce moment-là qu'on enlève les lunettes de fiscalistes qui regardent seulement l'impôt. Il faut regarder les faits réels. L'augmentation de salaire n'aura pas de conséquences, mais on va valoir plus en théorie parce que notre employeur nous paye plus. Mais c'est ça, c'est une conséquence plus grave quand on dépasse la ligne du 100%, mais effectivement, être à 100%, en réalité, n'aura pas énormément de conséquences. Mais c'est pas le fun de se dire que je me suis fait augmenter de salaire de 1 000 $ et de ne pas le recevoir. Est-ce qu'on aurait une autre question dans la salle? Sinon, moi, j'en aurais une pour toi, Samuel. Dans le fond, pourquoi est-ce qu'il n'y a encore rien des 3 mesures que tu nous as présentées qui ont été mises en place? Ben, dans le fond, c'est beaucoup par rapport à la politique. C'est très, très, très politisé. Là, il y a le débat la droite contre la gauche. Fait que les gens qui sont très de droite ne veulent pas encourager les BS à ne pas travailler. Puis là, ça va sortir des arguments comme ça. Puis, d'un autre côté aussi, c'est un niveau économique. Ça coûte extrêmement cher parce qu'on pense qu'il y a au-dessus de 7 millions de gens qui habitent au Québec. Il y aurait peut-être 5 millions de gens qui seraient éligibles à recevoir un revenu minimum. Ça fait une dépense énorme. On calcule ça en centaines de milliards. Ça prendrait une grosse partie du PIB. Puis, il faudrait des taux d'impôt faramineux pour les augmenter. Il faudrait couper toutes les autres mesures d'aide pour implémenter seulement celle-là. Là, on perdrait, comme j'ai dit, les crédits pour handicapés, les crédits pour l'éducation, plein de choses comme ça. Donc, c'est viable en théorie, mais c'est excessivement dur à implémenter en réalité. C'est pour ça que ce n'est pas encore fait. Alexis, tu as une question? On a déjà posé la question à Samuel par le passé, mais est-ce que tu serais encore bon à faire les infos de l'histoire? Je vais regarder. Une fois que j'ai fini ma maîtrise, que je vais avoir plus de temps libre. Une dernière question, s'il y en a une. Sinon, je vais vous inviter à remercier très chaleureusement Samuel. Merci beaucoup pour cette présentation.